C'est le café sans filtre de Maxime Binet. Bonjour Maxime. Eh bien, bonjour Alexandre, J-5 avant les élections et le moindre fait de campagne est scruté et commenté. Bonjour Pierre-Yves Dermagne. Bonjour Maxime Binet. Vous êtes notre invité ce matin, vice-premier sortant de la Vivaldi. Vous êtes tête de liste du PS au fédéral dans la circonscription de Namur. Pierre-Yves Dermagne, estimez-vous que les propos polémiques du ministre-président et maire, Pierre-Yves Jehollet, relèvent de techniques d'extrême droite, oui ou non ? Ça s'en apparente effectivement, et c'est pour moi un dérapage inacceptable. Je connais bien Pierre-Yves Jehollet. Oui. J'ai Ça vous étonne ? de l'estime et du respect pour lui, et je trouve qu'il devrait présenter ses excuses. Si je me permets de vous poser cette question comme cela, c'est parce qu'il y a une phrase qui a été prononcée hier lors de la manifestation nationale, notamment du président de la FGTB, qui a dit c'est une phrase qui relève de techniques d'extrême droite. C'est ce qu'a dit Thierry Baudson lors de la manifestation contre l'austérité. On peut aller jusque-là maintenant en politique pour en tout cas attaquer des adversaires politiques. Mais je le regrette, et moi je condamne fermement les propos de Pierre-Yves Jehollet. On ne peut pas ramener un adversaire politique, on ne peut pas ramener quelqu'un à ses origines familiales, à ses origines tout court. D'accord. Si je me permets aussi de rappeler cette phrase, si ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de rester en Belgique. C'est ce qu'a dit Pierre-Yves Jehollet lors d'un débat sur RTL. Votre critique vaut juste pour Pierre-Yves Jehollet, ou alors elle est plus globale et vise l'entièreté du MR? Mais elle vise toutes celles et ceux qui tiendraient des propos similaires. Je pense, je le répète, on ne réduit pas quelqu'un à ses origines familiales, et ce qu'on l'aurait fait avec Elio Di Rupo, avec Adamo, pour ne citer que deux illustres Belges issus de l'immigration et qui sont le résultat et la preuve de la richesse de l'immigration pour un pays comme la Belgique. Est-ce que vous estimez que le MR se droitise? Oui, mais ça c'est davantage manifeste. C'est manifeste depuis la présidence de Georges-Louis Boucher. Il y a clairement une ligne qui est imprimée, une ligne très à droite, une ligne agressive et même parfois vulgaire. Est-ce que c'est toujours un partenaire potentiel? Le MR est-il devenu infréquentable pour le Parti socialiste? Non, mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas répéter des épisodes tels que ceux-là. Et j'appelle, moi, vraiment Pierre-Yves Jehollet, qui est quelqu'un pour qui, je le répète, j'ai du respect et de l'estime, à présenter ses excuses pour ses propos inacceptables. On va parler de votre bilan à présent dans cet entretien, Pierre-Yves Dermagne. Vous avez été au gouvernement avec le MR au fédéral. Que retenez-vous de l'expérience de la Vivaldi? Apparemment, votre président de parti, je ne sais pas si c'est vrai, vous avez dit, en commençant votre poste ministériel au niveau fédéral, tu verras, ce sera l'enfer. Avez-vous vécu l'enfer au sein de la Vivaldi, Pierre-Yves Dermagne? Alors l'anecdote est vraie, c'est effectivement ce que Paul Magnette m'a dit quand il m'a proposé de devenir vice-premier ministre dans ce gouvernement fédéral. Bon, il parlait du fonctionnement du fédéral et en particulier du comité ministériel restreint, le KERN, qui est effectivement une expérience politique, physique, humaine, difficile et intense, et elle l'a été encore plus avec les crises qu'on a été amené à devoir gérer tout au long de cette législature. Il y a eu évidemment la pandémie, la Covid-19, il y a eu évidemment les inondations également, il y a eu la montée des prix, mais sur quel dossier vous avez vraiment bataillé? Celui sur lequel c'était plus difficile. Clairement, celui qui est un échec de ce gouvernement, de la faute du MR, ça je pense que tout le monde en est conscient, c'est le projet de réforme fiscale. On a travaillé pendant 5 semaines, 5 week-ends d'affilée l'année dernière pour essayer de faire baisser la fiscalité, la pression fiscale sur les salaires, sur les bas et les moyens salaires, pour faire en sorte que les Belges qui travaillent, qui se lèvent tôt pour aller travailler, puissent demain gagner plus, avoir plus sur leur compte en banque, plus dans leur portefeuille. Et ça reste pour nous, pour le Parti socialiste, une priorité de cette campagne et pour un prochain gouvernement fédéral. Pierre-Yves Dermagne, l'expérience de la Vivaldi, est-ce que vous êtes prêt à retenter l'expérience ou pas? Avec votre expérience là que vous avez? Oui, mais c'est trop difficile. Non, puisqu'on est arrivé à une série d'avancées. On a augmenté le salaire minimum alors que ça ne figurait pas dans l'accord de gouvernement. On a augmenté les pensions minimum. On a augmenté toutes les plus basses allocations qui étaient en deçà du seuil de pauvreté. On est parvenu à faire en sorte de prolonger deux réacteurs nucléaires. Donc il y a toute une série de réussites avec ce gouvernement. Mais c'est clair que le contexte politique a été compliqué. Mais c'est normal, hein. C'est normal, on est dans un pays de coalition, avec des gouvernements de coalition, avec des partis politiques qui sont parfois fort éloignés en termes de projet de société, en termes de valeurs. C'est le cas entre les socialistes et entre les libéraux, pour ne citer qu'un exemple. Nous n'avons pas effectivement la même vision de la société, les mêmes priorités, la volonté effectivement de faire baisser la pression fiscale sur les salaires. Et donc ça a été un affrontement quasiment constant, mais c'est pas quelque chose d'anormal dans un pays comme la Belgique. Alors vous avez augmenté le salaire minimum, vous en avez parlé, vous avez créé le Job Deals aussi, mais les critiques portent sur le taux d'emploi de 72% au niveau belge. Le taux
d'emploi flamand est beaucoup plus élevé qu'en Wallonie et qu'à Bruxelles. Qu'est-ce qui nous manque, nous, francophones, pour rattraper les Flamands? D'abord, on a arrêté de décrocher. Ça, c'est important. Ça fait maintenant près de 20 ans que l'économie wallonne n'est plus en décrochage par rapport à l'économie flamande. On n'a pas encore rattrapé et résorbé le retard. Et donc, il faut continuer à y travailler. Moi, je pense qu'on doit beaucoup plus travailler avec la Flandre. On doit tourner notre économie vers l'économie flamande. On a la chance d'avoir un moteur économique hors pair avec la Flandre à nos côtés. Avec Anvers aussi, bien avec sûr. Anvers, bien entendu. On doit rappeler que la Wallonie est le premier client de la Flandre. Et donc, on doit beaucoup plus intégrer et interconnecter nos économies. Ce qu'on a fait notamment avec le plan de relance piloté par Thomas Dermine, avec le renforcement, par exemple, des canaux entre Liège et le port d'Anvers, avec l'investissement dans des infrastructures d'énergie, avec l'hydrogène, avec la captation du CO2, ce qui permettra vraiment d'interconnecter nos industries, nos économies entre la Flandre et la Wallonie et pouvoir bénéficier effectivement de l'attractivité économique et du dynamisme économique de la Flandre. Et francophone, on peut être. Oui, moi j'en suis convaincu. Nos destins sont liés et bien entendu on doit renforcer ces liens, notamment au niveau économique. Vous parlez aussi dans votre programme de la semaine des 4 jours sans perte de salaire qu'on augmenterait, donc ça permettrait d'augmenter notamment le taux d'emploi. Quand il y a des entreprises qui ont des difficultés pour engager, quand il y a plus de 110 000 personnes en Wallonie qui touchent les allocations de chômage en Wallonie, vous comprenez que certains ne pensent pas comme vous que c'est une bonne solution pour trouver un emploi? Mais la réduction collective du temps de travail, c'est le sens de l'histoire. Depuis un siècle, on n'a pas cessé de se battre pour obtenir une réduction collective du temps de travail. D'accord. Et donc on est aujourd'hui avec 38 patrons. Mais je pense qu'il faut un peu d'ouverture d'esprit, il faut oser tenter l'expérience. On a des expériences qui fonctionnent, que ce soit dans des boîtes privées, que ce soit dans des services publics ou à l'initiative des socialistes, que ce soit dans la fonction publique régionale ou que ce soit dans les villes et communes, on est parvenu à mettre en place des expériences telles que celle-là, en ciblant prioritairement les travailleurs âgés, parce que ça permet effectivement de faire en sorte que la pression au travail sur les travailleurs les plus âgés, les plus de 55 ans, et puis on veut aller jusqu'aux plus de 50 ans, ça permet de réduire cette pression, ça permet de garder au travail dans de bonnes conditions ces travailleurs-là. Et c'est quelque chose qui doit être négocié. Je pense qu'on doit tenir compte des expériences qui ont été menées à l'étranger et parfois des applications un peu plus difficiles. On l'a vu en France dans le secteur des soins de santé, par exemple. Et donc, c'est pas quelque chose qui doit être fait de manière indifférenciée partout, dans tous les secteurs de la même manière. Et je le répète, la volonté du Parti socialiste, c'est vraiment de mettre la priorité et l'accent sur les travailleurs plus âgés, plus de 50 ans, plus de 55 ans. C'est l'une de vos priorités. L'une des autres priorités du Parti socialiste, c'est d'augmenter les bas et moyens salaires. Oui, de continuer à le faire, effectivement. Oui. Le salaire minimum de 500 €. Je rappelle que vous l'avez fait déjà sous la précédente législature. Mais qu'est-ce que vous répondez aux patrons qui vous disent on paye déjà trop cher les salaires de nos employés, avec notamment la série d'indexations automatiques qu'on a éprouvée durant la crise du pouvoir d'achat? Alors effectivement, moi j'ai été le ministre qui a sauvegardé l'indexation automatique des salaires et des pensions, par exemple. Tous les jours pendant la crise, j'avais des expressions du patron de la Fédération des entreprises belges, de mes collègues libéraux au sein du gouvernement qui disaient on doit mettre un frein à l'indexation automatique des salaires, on doit limiter ça, comme il l'avait fait sous le gouvernement MRNVA de Charles Michel et de Sophie Wilmès. Vous avez évité un saut d'index? On a évité un saut d'index à plusieurs reprises, des dizaines de fois. Ces 3 dernières années, la droite, les économistes de droite, les patrons demandaient effectivement une modification de l'indexation automatique des salaires et des allocations, ce à quoi je me suis toujours opposé. Et ça a démontré son efficacité puisqu'on a vu que l'économie belge avait mieux réussi, avait mieux repris grâce à l'indexation automatique des salaires qui a permis de maintenir le pouvoir d'achat et donc la consommation des ménages ici en Belgique. Avec des faillites à la clé ou pas, brièvement? Non, si on regarde la situation économique, elle est plutôt bonne en Belgique. Il y a des indicateurs qui sont positifs. On a une économie qui a mieux résisté que celle de nos voisins, qui a repris de manière plus vigoureuse après les crises que celle de nos voisins. Et donc, c'est un exemple. Il faut maintenir l'indexation automatique des salaires. Pierre-Yves Dermagne, une dernière question vraiment brièvement pour terminer cet entretien. Êtes-vous prêt à réformer l'État pour éviter un gouvernement des droites? Moi, je suis surtout prêt à faire en sorte que les salaires augmentent demain. C'est la priorité du Parti socialiste. C'est une réforme fiscale qu'il nous faut. Vous ne répondez pas à ma question, Pierre-Yves Dermagne. Mais je pense que la priorité des Belges, c'est celle-là. C'est d'abord le socio-économique, c'est d'abord le pouvoir d'achat, c'est le fait de valoriser le travail et ça passe par une réduction de la fiscalité sur les bas et les moyens salaires pour les faire augmenter de 300 €. Et sur la réforme de l'État, pardon? Mais on n'est pas demandeur d'une réforme de l'État parce que les Belges ne sont pas demandeurs d'une réforme de l'État. Voilà, c'était le Café 100.